Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois de janvier et si j'ai bien fait mon taf aujourd'hui, le jour où je filme cette vidéo, normalement il devrait y avoir d'autres vidéos qui sortiront les dimanches à 9h30 comme avant. Le déménagement approche et j'espère pouvoir garder un rythme de vidéo à peu près correct, mais comme d'hab, on n'est pas sûr, donc je vous préviens, il y aura toujours des irrégularités, je pense. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit bilan culturel qui sera plus court que d'habitude parce que en ce moment, tous mes jours off, je le passe dans l'autre appart à faire des petits travaux, à monter des meubles, réceptionner des colis, etc. Donc pas encore d'expo, mais j'ai ma carte de l'ICOM maintenant, qui est valable depuis ce mois-ci, depuis 2025. Donc là, les expos, ça va carburer étant donné que je ne payerai aucune entrée. Donc ça, c'est vraiment un petit bonheur. Voilà, on va commencer à parler un petit peu de ce bilan culturel et on va commencer par les films. Ce mois-ci, je suis enfin allée voir Nosferatu. Je connaissais cette version, je vais vous mettre l'affiche, notamment ce Nosferatu-là et cette esthétique-là. Moi, c'est le genre de film qui me plaît très grandement et mon objectivité, je pense, est très peu présente parce que, un film de vampire, j'adore. Esthétique gothique, j'adore. Un peu macabre, tout ça, vraiment, j'adore ça. Et plus j'avance en dehors, plus j'avance dans mes recherches perso en histoire de l'art, etc., plus je me rends compte que c'est des thèmes que j'aime étudier, aborder et que j'aime beaucoup les œuvres liées à ça. Voilà, c'est pour ça que je pense que sur la chaîne, quand je fais des analyses pour Halloween, c'est sûrement mes analyses préférées. Enfin voilà, j'aime un peu cette esthétique, romantisme noir, gothique, etc., etc. Donc je vous préviens tout de suite, je pense avoir un avis très peu objectif sur ce film que j'ai beaucoup aimé. Je dirais pas que je l'ai adoré cependant, mais je l'ai beaucoup aimé. Donc pour l'histoire, Nosferatu dans l'histoire du cinéma, c'est une adaptation non officielle et illégale de Dracula. À l'époque, ils n'ont pas pu avoir les droits et ont quand même décidé d'éditer ce film. Qui sera interdit pendant un petit moment si je me souviens bien de l'histoire, mais bon bref, depuis dans l'histoire du cinéma on va dire qu'il a un peu son identité propre, on va dire, même si on sait toujours très bien que c'est une adaptation de Dracula. Donc dans l'histoire, que se passe-t-il? On va suivre un jeune homme qui travaille dans un cabinet de notaire et son patron va lui dire on a un client un petit peu bizarre qui a besoin que tu ailles faire signer les papiers directement chez lui parce qu'il est plutôt âgé et tout, ça sera plus pratique, il préfère faire ça chez lui, machin. Et ce monsieur va partir en voyage pour aller jusqu'à cette demeure. Évidemment, ce monsieur est Nosferatu qui est donc un vampire. Et les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et ce jeune homme est tout juste marié à Hélène, si je me souviens bien de son prénom. Voilà. Donc ça va parler vampire. Dans celui-là, pas forcément, mais dans Dracula, on a une idée de réincarnation. Enfin bon, bref. Passons. Ça, c'est le plot. Et franchement, j'ai bien aimé. Parce que on va explorer un petit peu la Roumanie avec des populations nomades. On voit, les décors et les paysages sont vraiment très très beaux. Toute l'esthétique du film est archi bien travaillée. On a des motifs de croix absolument partout dans le film. Il y a notamment une scène où du coup ce jeune notaire doit continuer son chemin à pied pour aller au château de Nosferatu et il se retrouve dans une forêt où le chemin forme une croix. Il est en plein milieu de cette croix et on a une espèce de calèche fantomatique qui arrive et tout. Ça, vraiment, c'était un très très beau plan, je trouve. Et c'est un plan que j'ai bien retenu. Très très sympa. Et oui, on est dans une esthétique 19e, 1830 et quelques, si je me souviens bien. Ce que j'ai bien aimé par rapport à d'autres adaptations de Dracula à Nosferatu, c'est que les personnages secondaires
sont peut-être un peu plus développées, leur trame est un peu plus développée que d'habitude, ce qui ne m'a pas spécialement dérangée. J'ai cru voir que certains n'ont pas trop aimé cet aspect, mais moi franchement ça m'a pas dérangée, j'ai trouvé ça pas mal, à l'exception peut-être d'une fin d'intrigue d'un des personnages que je trouvais pas forcément nécessaire au plot. C'est le meilleur ami du notaire pour ceux qui ont vu le film et qui voient de quoi je parle. Mais vraiment esthétiquement c'était vraiment sublime. Ici la présence du vampire se manifeste comme étant la peste. Et vraiment il fait peur quoi. C'est vraiment là pour le coup c'est vraiment type film d'horreur, parce que là je pensais au Dracula de Coppola, que je vois pas spécialement comme un film d'horreur parce qu'il me fait pas les effets angoissant que je peux avoir quand je regarde un film d'horreur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par ailleurs, j'avais fait une analyse des œuvres d'art dans Dracula de Coppola, donc je vous invite à aller le voir, bien évidemment. Ça m'a fait rire, entre guillemets, de voir l'apparence de Nosferatu, mais je rigolais pas trop parce qu'en vrai il était quand même très angoissant, notamment avec son gros manteau, il était assez impressionnant au niveau de la carrure et tout, mais ça m'a beaucoup fait rire parce qu'en fait c'est littéralement, je pense, une réinterprétation du portrait de Vlad l'Empaleur, qui est le roi qui a inspiré la figure de Dracula en fait. Donc ce petit clin d'œil, moi ça m'a fait rire. Et ouais, c'est un film qui joue quand même sur quelques codes du film d'horreur. Je pense notamment à des mouvements de caméra où j'étais pas à l'aise parce que tu sens qu'il y a un truc qui arrive et que la caméra fait exprès d'être bien lente pour que ton angoisse monte, etc. Et puis il y a quelques screamers. Je préfère prévenir. C'est un film que je conseille pas nécessairement aux plus sensibles, ou si vous êtes très très sensible aux films d'horreur. Il y a quelques scènes un peu trash, notamment par rapport à des animaux. En soi ça dure pas très longtemps, mais je me dis pour quelqu'un de sensible ça peut peut-être être un peu bof. Alors, petit pause café, attendez, ma gorge est très sèche. Donc voilà, pour les plus sensibles, voilà, moi ça m'a pas spécialement choquée, surtout dans un film de vampire et où les personnes qui manifestent la présence de Nosferatu sont considérées comme totalement aliénées, etc. Notamment Hélène, qui n'est pas prise au sérieux du fait qu'un passif où elle a été diagnostiquée comme une grande nostalgique, etc. Voilà. Et du fait que c'est une femme aussi. Donc ça c'était un petit point intéressant que j'ai bien aimé. Mais en vrai franchement je l'ai bien aimé, je pense ça vaut le coup de le voir, notamment pour son esthétique qui est quand même bien travaillée. Est-ce qu'on aurait pu prendre un peu plus de prise de risque par rapport à d'autres adaptations et à d'autres versions de Nosferatu, parce qu'on sent qu'il les a vus, on sent que c'est un fan, et je me suis renseignée et j'ai appris que c'était effectivement un fan de Nosferatu. Donc est-ce qu'on n'aurait pas... Je pense que peut-être il aurait pu aller plus loin, mais franchement je le recommande de le voir, ne serait-ce que pour l'esthétique, vraiment allez le voir si vous pouvez. Et globalement pour les films c'est tout, et donc on va passer aux séries et aux documentaires. Je vais commencer par les documentaires, comme ça je vous parlerai d'une série banger juste après. Alors, donc, au travail, qu'est-ce que j'écoute comme documentaire globalement ? En ce moment, là, c'est beaucoup du Arte, en fait, généralement j'aime bien écouter ça, parce que même si tu regardes pas, ça s'écoute bien. Donc on va commencer par les documentaires un peu littérature. Ils ont sorti un documentaire en 3 parties sur Shakespeare, qui est évidemment éminemment connu, etc. Évidemment, j'aime beaucoup ses œuvres, mais par contre, comme moi j'ai un profil beaucoup moins littéraire depuis toujours, globalement, moi j'ai découvert ses œuvres à travers des peintures, à travers des œuvres d'art qui ont été inspirées par ses écrits. C'est mon goal un jour d'arriver à lire du Shakespeare en langue originale. Un jour peut-être, voilà, mais c'est pas encore le cas. Mais du coup, voilà, le documentaire va revenir sur toute la vie et la carrière de Shakespeare, mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il jumelait aussi les évolutions politiques qui ont quand même une certaine influence sur la carrière de l'artiste. Donc vraiment, il était très 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 intéressant.
C'est pas mal aussi pour découvrir l'Angleterre de cette époque. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et il y a aussi des espèces de passages où en fait il y a un acteur qui joue Shakespeare et avec une reconstitution du Londres de cette époque, etc. Donc il est aussi visuellement très agréable à regarder, très didactique et vraiment c'est très bien raconté, donc je vous le recommande fortement. Et pour continuer là-dessus, non mais c'est bien parce que dans la veine Nosferatu et tout, on est bien là dans la tragédie, le sacrifice et le macabre. On va continuer avec Edgar Allan Poe, qui évidemment je connais, j'ai pas forcément lu beaucoup de choses de lui, peut-être simplement Le Corbeau qui est sa nouvelle la plus connue, mais encore une fois on est dans une esthétique un peu gothique, etc., donc forcément ça m'intéresse. Donc pareil, c'est un documentaire sur cet auteur américain qui raconte sa vie, ses névroses, sa carrière, etc. Donc pareil, très intéressant et très pratique pour découvrir un auteur. Et franchement pas mal. On apprend des petites fun facts qui peuvent être un petit peu dérangeants, comme le fait que lorsqu'il avait la trentaine passée ou une quarantaine d'années passées, il a épousé sa cousine de 13 ans. Voilà. Franchement, c'est sympa, mais ça étudie aussi le phénomène Edgar Allan Poe, etc., notamment sa présence dans la pop culture aujourd'hui. Bref, donc pareil, je vous conseille ce docu. Et ensuite on va passer, c'est toujours des docus littéraires, mais de la littérature peut-être un peu plus proche de nous. J'ai regardé le documentaire sur l'adversaire d'Emmanuel Carrère, donc ça va plus revenir sur la fabrication de ce livre, l'impact de ce livre, et pas forcément sur l'affaire. On vous reparle pas en long et en large des faits qui se sont passés, mais globalement l'adversaire ça va raconter l'histoire de... Je vous préviens les noms, c'est comme d'habitude, je les retiens pas. Donc c'est l'affaire, je mettrai un truc là, voilà. Où globalement c'est un homme qui pendant 18 ans a fait croire à sa famille qu'il était bien médecin, etc., qui travaillait à l'OMS et tous les jours, en fait, quand il allait au travail, à son soi-disant travail, en fait, il restait 6 heures sur un parking à attendre que le temps passe. Et cet homme a fini par tuer sa femme et ses 2 enfants. Voilà, notamment, potentiellement parce que son secret allait être révélé. Voilà, et globalement pour entretenir son style de vie qu'il devait s'accorder à sa fonction, on va dire, il arnaquait des gens, des proches, etc., en leur faisant croire qu'il allait placer de l'argent sur des comptes en banque pour les faire fructifier, sauf qu'en fait c'était pas du tout le cas. Donc voilà, et ce livre d'Emmanuel Carrère parle de cette affaire et revient là-dessus et sur comment c'est possible que cet homme ait pu passer 18 ans de sa vie à mentir là-dessus alors qu'il avait, lorsqu'il pouvait passer le concours de médecin, il avait totalement les capacités pour le passer et il l'aurait eu. Donc pourquoi il l'a jamais passé? Pourquoi il s'est auto-saboté? À quoi ressemblait son quotidien? Comment pouvait être sa psychologie pendant ses 18 ans? Enfin bon, voilà pour ce bouquin. Et c'est un bouquin important parce que en France, il me semble que c'est l'un des premiers bouquins qui va un peu lancer la veine des bouquins true crime, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, quand même intéressant. Et j'avais découvert ce bouquin parce que ce mois-ci, dans le podcast Adapte-moi si tu peux, qui est un podcast qui discute des adaptations filmiques de livres. Donc d'abord, ils débriefent le livre, ce qu'ils en ont pensé, etc. Et ensuite, elle parle de l'adaptation cinéma et pour voir si ça a été bien adapté, si ça leur a plu ou non, si c'était sympa, bref. Donc je vous conseille aussi énormément ce podcast parce que du coup, moi, je connaissais pas ce livre jusqu'à ce que j'apprenne que c'était quand même un livre très connu, voilà. Et du coup, bref, ça m'a lancé dans un truc où j'ai commencé à regarder ce documentaire Arte et tout, donc je vous le conseille fortement. Et dans la même veine, parce que c'est un auteur qui a inspiré des auteurs français pour justement faire des livres un peu true crime, c'est le documentaire 6 morts dans la nuit qui revient sur le bouquin de Capote qui s'appelle...
de sang et je sais plus quoi, qui revient aussi sur une affaire criminelle qui s'est passée aux États-Unis, dans le Kansas, il me semble, où on a deux hommes qui se sont infiltrés dans une maison pour voler un soi-disant coffre-fort parce que apparemment ils auraient entendu des rumeurs comme quoi dans cette maison il y avait un coffre-fort et ils vont exterminer toute la famille qui était dans cette maison, dans un coin plutôt calme, et puis ils avaient eu un peu un profil de famille parfaite, etc., du American Dream, tout ça. Et du coup, c'est une affaire qui a quand même profondément choqué. Et comme Alan Capote était journaliste et qui s'est rendu sur les lieux de l'affaire, il a fini par en faire un bouquin. Et du coup, pareil, le documentaire ne revient pas sur l'affaire en elle-même, mais revient plutôt sur le bouquin et la vie de Capote. Donc franchement, très intéressant parce que pareil, je connaissais pas. Et du coup, bah lui, c'est un peu l'inventeur de non-fiction et true crime aux États-Unis. Donc voilà, si vous voulez un peu vous cultiver, je vous en prie. C'est des documentaires qui étaient vraiment super cool à écouter, à regarder. Donc voilà, ça c'est mes petites recos. Et on va pouvoir passer à la fameuse série Banger que j'ai découvert ce mois-ci grâce à ma nouvelle collègue qui me l'a conseillé. Donc merci à elle encore une fois. Donc cette série s'appelle Severance, bref. Banger, de ouf, je pense que ça fait très très longtemps que j'avais pas autant accroché avec une série et où j'avais autant d'engagement dans la narration, etc. Donc Severance, ça parle d'une société, en fait c'est une société un peu esthétique années 70, mais on sait pas à quelle époque on sait pas si c'est de nos jours ou pas. Et on a des personnes qui subissent une opération de Severance où en gros on leur insère une puce qui fait que quand ils vont au travail, leur personnalité extérieure et leur soi extérieur n'existe plus et que globalement ils sont un peu, leur personne extérieure est off et c'est la personnalité du travail qui prend le dessus. Donc ils peuvent avoir une toute autre personnalité à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une fois qu'ils ont fini leur journée de travail et qu'ils sortent du travail, ils redeviennent leur personnalité principale, on va dire, et ils ne se souviennent absolument pas de ce qui s'est passé au travail. Et inversement, la personnalité du travail ne sait pas quelle personne elle est à l'extérieur, si elle est mariée, si elle a des amis, si elle a une vie cool, etc. On se doute que les gens qui passent par ce process et qui sont OK pour travailler et être en quelque sorte un peu anesthésiés lorsqu'ils vont au travail, bah c'est peut-être qu'ils ont vécu des trucs pas forcément très cool dans leur vie. Mais par exemple, ce qui est assez impressionnant, c'est que si vous êtes marié à l'extérieur et si votre partenaire travaille aussi dans la même entreprise, et ben en fait dans l'entreprise vous ne vous reconnaîtrez pas. Enfin c'est assez impressionnant. Et quand ils sont au boulot, autre fact un peu mystérieux, c'est qu'ils font certaines tâches, mais ils savent pas les conséquences de leurs tâches. Ils savent pas ce que c'est. Là, par exemple, ils sont sur des ordis et ils doivent éliminer des chiffres. Ils ont toute une série de chiffres qu'ils doivent éliminer, mais ils savent pas les conséquences de ça. Et nous non plus. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de mystères, qu'il se passe quand même des choses très étranges dans cette entreprise. Et je peux pas en dire plus parce que ça risquerait de vous spoiler, de vous gâcher la narration. Mais c'est quand même une série avec beaucoup de plot twists qui sont pas grossiers, qui sont très bien amenés. C'est une série qui vous prend pas pour un débile parce que ça peut arriver parfois, voilà, qui vous donne les réponses en temps voulu et qui trouve une explication à tous les questionnements que vous pourrez avoir par rapport à certaines choses. Par exemple, bah oui, mais du coup, en fait, pourquoi la personne à l'intérieur, la personne qui travaille, n'écrit pas un petit mot qu'il met dans sa poche pour sa personnalité dans la vie de tous les jours à l'extérieur? Bah en fait, c'est pas possible parce que dans leur ascenseur, il y a des détecteurs, etc., qui font que tu peux pas amener tout ça.
pour évidemment éviter de révéler ce qui se passe dans cette entreprise. Voilà, mais vraiment je vous la conseille très fortement, et en plus de ça, pour une fois, c'est une série qui n'a pas d'épisode qui dure 1 heure. Il y a un rythme qui est vraiment bien géré dans la série. On a envie de voir les épisodes suivants, etc. Et là, la saison 2 est sortie et c'est une véritable torture d'attendre un épisode par semaine. Mais j'aime bien ce rythme de retrouver un petit peu ce rythme d'un épisode par semaine, parce que t'as l'excitation qui monte tout au long de la semaine où tu dis ah là là, vendredi ça va être génial, je vais me poser tranquille pour regarder mon petit épisode et tout, et ça te laisse le temps pendant la semaine de te faire tes théories sur le pourquoi du comment il s'est passé ça dans le dernier épisode, et mais du coup comme il s'est passé ça dans le dernier épisode, peut-être que les questions que je me posais par rapport à tel ou tel sujet sont répondues ou non, ou ça va encore plus loin, etc. Donc vraiment cette série je vous la recommande mais fois 1000, parce que c'est vraiment un banger. Genre vraiment ça fait très très longtemps que j'ai pas autant accroché à une série et que je la regarde pas juste pour me divertir. Enfin, si, je la regarde pour me divertir, mais parce que j'ai aussi vraiment envie sincèrement de savoir ce qui se passe et pas juste de me poser et de chiller devant une série. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. On va enfin finir avec les livres. Donc j'ai écouté un livre audio ce mois-ci, puisque évidemment comme j'ai écouté mes documentaires, bref, et je suis pas déçue, dis donc, de découvrir ce bouquin. Alors c'est un bouquin qui a beaucoup fait parler, notamment sur les réseaux sociaux, en disant oui c'est génial, le plot twist était inattendu, c'était vraiment super, c'est un thriller génialissime, etc. Je vous dis tout de suite, je l'ai trouvé extrêmement nul. Ce bouquin, c'est La femme de chambre. La femme de ménage, pardon. La femme de ménage. C'est nul, mais bon, bref, passons. En gros, on suit une jeune femme qui sort tout juste de prison, qui est totalement précaire. Elle a fait 10 ans de prison de ses 17 ans à ses 27 ans. Et elle cherche un job et elle va être embauchée comme gouvernante dans une famille de très riches new-yorkais. Enfin, ils sont plus, j'ai l'impression, dans une banlieue proche de New York, mais plutôt très aisée, très riche, etc. Mais elle accepte évidemment ce job parce qu'elle n'a pas trop d'opportunités, comme elle a un casier judiciaire, etc. C'est un peu compliqué pour elle de trouver un job. Mais évidemment, il y a des choses très étranges dans cette maison, et notamment une ambiance très creepy, et peut-être que cette famille cache des choses étranges, et peut-être qu'elle n'est pas si clean qu'elle n'y paraît, et peut-être qu'il y a des malades dans cette maison. Enfin bon, bref, voilà. Je vous dis tout de suite, le plot twist est extrêmement prévisible, surtout si vous êtes habitué des thrillers, j'allais dire des livres policiers, c'est pas du tout un livre policier, mais enfin si vous êtes habitué à ce genre d'intrigue, c'est prévisible, il y a énormément d'incohérences, vraiment il y a beaucoup d'incohérences, vraiment, et c'est très grossier, c'est vraiment c'est quand même très cliché, il y a aussi des moments où certains personnages sont dans des états psychologiques qui ne sont pas compatibles avec les actions qu'ils vont faire dans le bouquin au moment où ils sont dans certains états psychologiques. Voilà, je tiens à le dire aussi. Ça m'a un peu choquée. J'étais en mode non, quand t'es dans cet état-là, t'as pas envie de faire ça. Donc faut arrêter. Bref, je trouve qu'il est très mal construit. Il y avait un truc qui était un peu intéressant, c'est que dans la première partie, on va suivre le point de vue de la nanny, de la gouvernante, et dans la seconde partie, on suit le point de vue de la mère de famille. Ça, franchement, why not? Ça pouvait être sympatoche et tout, mais en fait, c'était tellement grossier et on voyait tellement le truc venir que... j'ai vraiment pas aimé. J'ai voulu quand même aller jusqu'au bout parce que je me suis dit, peut-être à un moment, ça va se rattraper. Parce qu'on m'a dit, il y avait un plot twist de ouf. En fait, non. Il y avait pas de plot twist de ouf, en fait. Bref. Vraiment, ce bouquin, il m'a blasé. Je le recommande vraiment pas nécessairement. Après, je pense cependant
le truc que je peux dire en positif, c'est que c'est quand même un vocabulaire assez parlé. Au début, je pensais que... Comme on était dans la première partie avec justement cette jeune fille qui a été incarcérée à 17 ans, que on avait un langage un peu plus parlé parce qu'elle est pas forcément archi lettrée, archi diplômée, etc. J'étais en mode bon, c'est peut-être une prise de comment on dit, c'est peut-être un choix de l'auteur, mais après quand en fait on est passé dans la seconde partie, je me suis dit là peut-être que le vocabulaire allait être un petit peu plus évolué ou quoi. Non, pas du tout. Bref. Donc voilà, le langage est assez parlé, ce qui peut faire que si vous avez envie de vous remettre à la lecture, je pense que c'est un livre qui se lit quand même vite et facilement, mais cependant, si vous êtes encore une fois habitué des intrigues, des thrillers et des policiers, la narration peut être un peu grossière. Et il y avait des moments, j'étais en mode mais c'est pas possible d'avoir écrit ça. Il y a un moment, je me suis dit, parce que du coup, je l'ai écouté en français, donc à un moment, je me suis dit peut-être qu'il y a un problème de traduction. Donc à vous de me le dire si vous l'avez lu en anglais, mais pas l'impression que ça soit dingo, quoi. Non plus en langue originale. De toute façon, même si la traduction avait été mauvaise, je veux dire, la narration et le fil rouge de l'histoire n'est pas ouf non plus. Donc voilà. Et j'ai appris qu'il y en avait 2 ou 3 de bouquins en plus. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va faire dans les 2 ou 3 bouquins là ? C'est pas possible. Donc bref, et j'ai appris en plus de ça que le bouquin allait être adapté en film. Ou en film, oui, je crois. Donc j'espère qu'ils vont faire un gros travail sur le scénario et qu'ils vont notamment corriger toutes les incohérences qu'il peut y avoir, parce que y a du travail quand même. Donc vraiment j'ai été très déçue, mais là en ce moment j'écoute Une torche dans la nuit, qui est le tome 2 de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, que j'adore. Enfin là je viens tout juste de commencer le tome 2, donc ça sera pour le mois prochain, mais en fait allez lire ça, quoi. Niveau style ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout dans les mêmes catégories et tout, mais si vous devez aller lire un bouquin, allez lire Une braise sous la cendre. N'allez pas lire Une femme de ménage là, vraiment rempli de clichés, quoi, rempli de clichés. Vraiment, ce bouquin il m'a tendu, je l'ai vraiment pas aimé, j'ai pas compris la hype. Après, si ça a touché des gens, que des gens ont aimé, vraiment tant mieux pour eux, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre la hype. Voilà, ça sera tout du coup pour ce mois-ci. Peut-être on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pas, je ne sais pas, mais on se retrouvera à un moment. Salut!